Les experts atlantiques. We don't get fooled again. Les experts atlantiques avec Bader Saoudi. C'est un écrivain sans lecteur qui disait « Le romantique est un propriétaire, le Don Juan un locataire ». Ajoutons « Le romantique sans dessous peut aussi louer, le Don Juan aux poches bien pourvues peut pousser la générosité jusqu'à la sous-location à prix réduit ». Pour les frères d'armes, évidemment, les compagnons du désert et les chevaliers de l'Apocalypse. Quoi qu'il en soit, les rôles en la matière, contrairement au genre, sont clairement définis. Dès qu'il y a loyer à payer, il y a propriétaire pour encaisser. Et l'incident, le seul ou presque, est toujours en l'occurrence un incident de paiement. Il faut alors aller au charbon pour récupérer son dû. Alors comment ? On en parle dans cette émission et l'on répond surtout à vos questions dans vos experts au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts atlantiques. En spécial beau ce matin, plus précisément, on consacre l'émission à la location à usage d'habitation, à la location à usage commercial. Chers auditeurs, si vous avez des questions, vous pourrez nous les poser, je le disais à l'instant, au 05 22 95 36 70 ou 80. Pour répondre aux questions qui nous seront posées à l'antenne, nous serons en compagnie de Younes Hannibal qui est avec nous, je crois, par téléphone. Il est en route, en voiture. J'espère qu'il est bien en sécurité, je ne sais pas, sur nos autoroutes. Je te dis bonjour à toi, Younes. Bonjour, Badr. Comment vas-tu ? Ça va, tranquille. Bon, la tonalité n'indique pas tout à fait. Je pense qu'il y a eu quelques déboires ce matin, mon cher Younes, mais on aura l'occasion peut-être d'y revenir. Nous sommes aussi pour en parler de ces thématiques du jour avec Jad Aboulechbel, qui est notaire à Casablanca. Je te dis bonjour. Bonjour Badr. Bon, nous, en l'occurrence, on a eu l'occasion de faire les présentations auparavant, mais j'ai vu, comme tu es là, présent sur le plateau, je t'ai vu tiquer à tel ou tel... Bon, tu as moyennement goûté la citation. Non, mais je te laisse mettre tes références littéraires en matière de beau. Hein. Voilà. Bon, en matière de beau, je pense que c'était sans mauvais jeu de mots, mon cher Jad Aboulechbel, en ce début d'émission. Alors, je le disais, peut-être c'est souvent le cas lorsqu'on parle effectivement de bail. Le nerf de la guerre, c'est souvent l'encaissement des loyers et donc nécessairement... Il y a justement cette question qui se pose. Après Covid, il y a moins d'excuses. Et puis, il y a aussi la gestion du Covid. C'est-à-dire, bon, on s'est entendu dans certains cas de figure. Et c'était d'ailleurs en ce sens la question qui nous a été posée la dernière fois qu'on a consacré l'émission à ce sujet. Je voudrais la reprendre à titre indicatif pour les auditeurs qui nous écoutent. Il y a effectivement des propriétaires qui se sont arrangés avec les locataires. Certains ont baissé le loyer, certains ne l'ont pas encaissé. Peu importe, les solutions ont été trouvées de façon amiable, par négociation, parce qu'en effet, il y a eu des situations extrêmement différenciées. Mais est-ce que les propriétaires, après effectivement l'arrangement, après certains mois de fermeture, sont en droit d'exiger lorsque effectivement les choses n'ont pas été signées, notifiées ou tout simplement rédigées par écrit, lorsqu'il n'y a pas de traçabilité justement de la négociation? Est-ce que les propriétaires qui se sont arrangés avec les locataires ont la possibilité de récupérer leur dû? Oui. Oui, donc par rapport à ça, déjà le premier point à savoir qu'il y a eu des arrangements amiables, on ne peut qu'en s'en féliciter. Avec Younes Hannibal, nous avions déjà participé à une émission il y a quelques mois au cœur de la crise Covid et nous avions invité toutes les parties à se mettre d'accord pour éviter un contentieux qui était l'occasion de perdre du temps, de l'énergie et qui était extrêmement aléatoire en plus d'être extrêmement long. Donc nous invitions les parties à trouver un arrangement amiable. Maintenant, par rapport à cette situation, qui est l'arrangement amiable, c'est-à-dire le fait de faire des concessions des deux côtés, de tenir compte du point de vue du bailleur, de la situation éventuellement détériorée du preneur, et du point de vue du preneur de faire un effort en payant une partie du loyer ou prévoir un échelonnement nouveau du paiement, il est évident que si ces accords ont eu lieu, il fallait les rédiger pour en laisser une traçabilité. Parce que si aucune trace écrite
n'a été laissé, si aucun protocole d'accord n'a été conclu et qu'il s'agit d'arrangements oraux, il y aura un problème de preuve si vous avez une partie de mauvaise foi. Deuxièmement, lorsque l'on verse une partie du loyer, le fait que l'on verse une partie du loyer et non pas la totalité du loyer, ne signifie pas que le bailleur n'a pas un droit à récupérer le reliquat, c'est-à-dire le différentiel entre le loyer initialement prévu et le loyer versé. Dans ces conditions, si il était question de s'entendre sur une partie du loyer, il fallait le notifier par écrit, le contractualiser pour que le bailleur n'ait pas de recours éventuel. Maintenant, nous invitons à la négociation, nous invitons encore à la négociation, mais cette négociation, si elle prend la forme d'un protocole d'accord qui fixe les règles, ne posera pas les problèmes d'interprétation qu'un oral pourrait prendre. Et je répète, si vous vous êtes contenté de verser une partie du loyer sans verser la totalité et que vous n'avez pas eu une quittance pour l'ensemble du loyer du bailleur, vous êtes toujours redevable dès lors que vos obligations de preneur relèvent du droit applicable. Bon voilà, je pense qu'il est difficile de faire réponse plus complète, mais je ne sais pas si Maître Younes Hannibal veut réagir par rapport à ces propos. On t'écoute, Younes. Non, c'est très très clair, effectivement, c'est dans ce sens que l'on doit prendre les choses. Je rajouterai une chose, c'est que crise sanitaire ou pas, les engagements contractuels demeurent avec leurs effets et ils produisent leurs conséquences juridiques à l'égard des parties. Donc c'est pas parce qu'il y a crise que forcément il y a reconsidération des contrats. Maintenant, bien entendu, si cela se fait avec un support écrit, protocole d'accord, les parties se sont engagées ou bien le bailleur a accordé tel délai ou tel rabais à la condition de récupérer après un certain délai, oui, c'est-à-dire c'est le protocole qui prend le dessus. Mais ce n'est pas parce qu'il y a crise que forcément, d'ailleurs ça a été parfois mal interprété par certains locataires, ce n'est pas parce qu'il y a crise que forcément il y a rabais, que forcément il y a reconsidération du contrat. Oui. Nous avions parlé effectivement il y a quelques mois de ce cas de figure. La seule exception serait la gérance libre. Ça, c'est une autre paire de manches, c'est autre chose. Parce que la relation porte sur l'activité elle-même. Donc les deux parties sont impliquées et sont concernées par la crise. Mais dans les relations classiques, normales, c'est-à-dire un bail à usage commercial, bail à usage d'habitation, voire même bail à usage professionnel, ça, s'il n'y a pas de protocole d'accord, les conditions telles que prévues par la loi sont applicables aux parties. D'où la nécessité, effectivement, j'adhère à 100% à la proposition formulée par mon cher ami, c'est il faut formaliser les protocoles d'accord et les arrangements amiables doivent être formalisés par écrit afin que chaque partie puisse prendre connaissance de ses droits, de ses obligations et surtout les engagements qu'il prendra après, par exemple, une crise, après, par exemple, des circonstances particulières. Oui, mais simplement, mon cher Younes, pourquoi j'ai pris cet exemple en début d'émission, comme ça, effectivement... Cela nous permet d'apporter les éclaircissements plus rapidement par rapport à ce volet qui intéresse un certain nombre d'auditeurs, parce que justement, nous avions déjà précédemment parlé de décisions de justice. Je ne sais pas si elles ont eu l'occasion de faire jurisprudence. Je sais que certains tribunaux se sont prononcés sur le cas de force majeure. On l'a évoqué la dernière fois, effectivement, avec Jadab Boulechbel qui était présent avec nous. Donc, ce sont des décisions qui peuvent être prises ici et là. Et donc, elles sont suivies, j'imagine, par les techniciens. Et justement, parce qu'elles peuvent être soit généralisées, soit retoquées, soit contestées. Et celle qu'on a en mémoire, qu'on a en tête, elle a été prise, je crois, à Marrakech. Et je voulais savoir, en effet, qu'en est-il de cette décision judiciaire ? C'est-à-dire, est-ce que, justement, potentiellement, il y a eu du nouveau par rapport à cette décision judiciaire ? Je vois que Jadab Boulechbel voulait réagir. Oui, quand vous faites référence à la force majeure, c'est une des causes que l'on peut invoquer pour être exonéré de sa responsabilité. Mais justement, on avait échangé tous les deux et on avait à cette occasion fait référence, et je répète toujours avec les précautions d'usage, j'avais fait référence à une jurisprudence du tribunal de commerce de Marrakech qui n'est qu'une décision de première instance, qui est susceptible d'appel, qui peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais qui avait été fondée non pas sur la force majeure, et c'est là que j'invitais les juristes conseils qui nous écoutent, les auditeurs qui nous écoutent, à réfléchir à d'éventuels autres fondements à leur demande, à savoir un article 652 du DOC, que je vous lis, il est très bref, les faits de l'administration publique légalement accomplis, donc c'est ce qui nous concerne, qui diminue
notablement la jouissance du preneur tels que les travaux exécutés par l'administration ou les arrêtés pris par elle, autorise le preneur à poursuivre selon le cas soit la résolution du bail, soit une réduction proportionnelle du prix. Ils peuvent donner ouverture aux dommages contre le locataire s'ils ont pour cause un fait ou une faute imputable à ce dernier. Le tout, sauf les stipulations des parties. Or, se fondant sur cet article 652, qui n'est pas un article qui fait référence à la force majeure, mais qui est un article qui fait référence aux actes accomplis par l'administration. Il ne s'agit pas d'en contester la pertinence. Il ne s'agit pas d'en contester la pertinence. L'administration a pris des mesures sévères qu'elle jugeait opportunes. Dans la relation entre le preneur et le bailleur, pendant la période de fermeture officielle, il a pu être dispensé de payer son loyer. Mais je répète, c'est un article qui n'est pas relatif à la force majeure, et c'est un article qui a été invoqué et qui a obtenu une seule décision de justice. Est-ce que d'autres décisions de justice se fonderont sur le même article ? Je répète, nous sommes dans l'aléa, alors que nous pouvons arriver à des protocoles d'accord. Et de toute façon, ça concerne éviter l'aléa. Et de toute façon, ça concerne une période bien précise, bien déterminée, celle absolument. où effectivement les décisions administratives de fermeture ont été prises. Donc on comprend. Et j'ai entendu Maître Younes Hannibal, peut-être qui voulait ajouter un grain de sable par rapport à ce développement. Oui. J'insiste sur une chose très importante, c'est qu'effectivement, quelles que soient les décisions qui auraient été prises par les différents tribunaux du Royaume, on ne peut parler que de jurisprudence que lorsque ces décisions auront puisé de toutes les voies de recours. C'est-à-dire, on ne peut parler de jurisprudence que si la décision aura été affirmée ou confirmée par la Cour d'appel, voire même un pourvoi en cassation. D'ailleurs, on parle très souvent de jurisprudence en se basant sur les décisions de la Cour de cassation. Donc maintenant, avec la crise sanitaire, je pense le dossier n'a pas encore eu le temps de traverser les différents degrés de juridiction pour arriver à la cassation, pour établir une règle là-dessus. La seule chose sur laquelle les décisions ont été pratiquement unifiées, c'est le fait que l'on ne puisse pas ordonner l'expulsion. D'ailleurs, ça allait à l'encontre même de la décision du confinement. On ne peut pas mettre à la porte des gens alors que l'État a décrété le confinement de la population. Donc maintenant, c'est dans ce sens. Les décisions se sont prononcées très souvent sur le paiement des loyers impayés, mais pas d'expulsion. On verra ce que donnera les cas de jurisprudence, si jurisprudence il y a, si recours en cassation il y a. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. Bon, on parlait pot de banane avant la reprise d'émission. Je rappelle simplement le titre, ou plutôt la thématique qui nous occupe aujourd'hui. C'est plutôt le bail à usage commercial ou à usage professionnel ou à usage d'habitation. Bon, là, il n'y a pas eu d'omission dans l'intitulé de l'émission, les baux de façon générale. Pour en parler, pour répondre aux questions des auditeurs, nous sommes avec Maître Younes Hannibal, qui est avocat au barreau de Casablanca, bien que cet an dernier, il a installé demeure à Marrakech. Je ne sais pas si c'est pour des raisons estivales ou pour des vacances. En tout cas, il est avec nous au bout du fil. Nous sommes aussi sur le plateau avec Chad Aboulechbel, qui est notaire à Casablanca aussi. Alors, je disais qu'il y avait quelques questions qui nous ont été posées dans cette première partie d'émission. Cela me permet aussi de rappeler aux auditeurs qui veulent poser des questions concrètes à l'antenne ou que nous sommes joignables tout simplement au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors il y a cette question qui nous est posée par Si Hamza. Il nous dit tout d'abord, je vous remercie pour vos excellentes émissions. Je vous remercie Si Hamza. Il nous dit ma question est en cas de décès. Comment les héritiers transmettent un contrat de bail à usage d'habitation ou un bail commercial en leur nom? Merci. Alors, on va rappeler des principes généraux, à savoir que lorsque vous concluez un bail, il vous engage, mais il engage l'éventuel acquéreur si vous cédez le bien à un acheteur, ou il engage vos héritiers si vous venez à décéder avant le terme du bail. Donc, si vous êtes un bailleur et que vous concluez un bail avec un preneur, le preneur a droit à la durée qui est précisée dans le bail, quel que soit le bailleur en poste 6 mois, 1 an après. Donc s'il y a un décès du bailleur, c'est tout à fait envisageable. Le bailleur transmet à l'instant T de son décès le patrimoine à ses héritiers. Ses héritiers se font inscrire à la conservation foncière pour faire reconnaître leurs droits et le rendre opposable aux tiers. Ils deviennent de fait des propriétaires en droit de réclamer le loyer et ils sont donc en droit d'aller voir le preneur et de demander qu'il leur verse le loyer. Mais le preneur est en droit lui aussi de rester en place tant que le bail
qui a été conclu n'arrive pas à son terme. Ça me permet juste de préciser que lorsque vous concluez un bail, qu'il soit à usage professionnel, qu'il soit à usage commercial, qu'il soit à usage d'habitation, vous avez toujours la faculté de déterminer un terme ou de ne pas le déterminer. Si vous déterminez un terme, il y a une lisibilité quant à la fin de ce bail, ce qui ne signifie pas que vous ne le renouvellerez pas postérieurement, mais au moins vous avez une idée claire du moment où il se termine. Si vous avez conclu un bail à durée indéterminée, il n'y a pas de terme précisé. Ça ne veut pas dire qu'il est inscrit dans la permanence. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas fixé le terme, mais que vous devez préciser dans quelles circonstances il est possible de mettre fin au bail. Et dans ces cas-là, cette rédaction doit être très précautionneuse pour éviter tout problème et pour éviter tout contentieux. Oui, effectivement, la rédaction d'un bon contrat, un bon contrat pour le propriétaire ou pour le locataire, parfois c'est un art, c'est ce que dit souvent un notaire qui est habitué, justement, un habitué de l'émission, Maître Mohamed Alami, auquel on pense à l'instant. Alors, je ne sais pas, Younes, s'il y a des compléments d'information, parce que je sais qu'on peut énoncer des principes généraux, l'avocat est souvent confronté à des cas particuliers, et sollicité parfois d'un côté comme de l'autre, du côté des locataires comme du côté effectivement des propriétaires, et parfois on tire dans des directions opposées. Alors par rapport à ce cas de figure, je crois qu'il y a aussi des précisions à apporter, parce qu'en effet, justement, il faut désigner quelqu'un qui va effectivement répartir selon les droits de succession convenablement justement les loyers collectés. En l'occurrence, et il y a un certain nombre aussi de démarches à faire en ce sens. Maître Younes Hannibal ? Non, alors c'est compliqué, la répartition. Ça se fait au niveau, c'est en cas de décès, bien entendu. Oui. En cas de décès du preneur, du bailleur, c'est-à-dire le propriétaire. En cas de décès, bien sûr, c'est le principe de la subrogation. Donc la subrogation, elle peut concerner les droits et aussi les obligations. Donc dans le cas et en cas de décès du propriétaire, bien entendu, le bail se transmet aux héritiers. Mais le locataire n'est pas concerné par la répartition. Si, bien entendu, en cas de décès, le paiement se fait soit à un mandataire désigné par les héritiers à cet effet, soit le temps de régler les problèmes d'héritage qui se posent parfois, déposer, consigner les sommes à la caisse du tribunal. Soit, bien entendu, que la répartition soit faite, mais c'est compliqué, parce que parfois vous avez des cas où des héritiers sont nombreux. C'est très compliqué pour le locataire de prévoir telle somme et répartir la somme entre héritiers. Oui. Et souvent, le locataire n'a pas le réflexe de se dire ce sont des démarches qui m'incombent à moi, et il se dit qu'il règle leurs affaires d'abord et ensuite je paierai par la suite. Il y a un locataire qui nous a appelé en ce sens la dernière fois, et son témoignage a été pour le coup mémorable, Younes. Oui, effectivement. Autre chose, il faut que l'information arrive. Alors, ça me ramène à une question très importante aussi par rapport au bail. Il faut savoir une chose, que le bail, il est quérable, il n'est pas portable. Alors, on entend par quérable, c'est le propriétaire qui doit faire le déplacement pour récupérer son loyer entre les mains du locataire. Oui. Donc, le locataire qui voit que le propriétaire ne fait pas le déplacement, ça ne veut pas dire qu'il y renonce. Il se peut qu'il y ait des problèmes d'héritage notamment, auquel cas, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle l'offre réelle, c'est-à-dire faire déplacer ou bien dépêcher à huissier de justice à l'effet de remettre le montant du loyer au propriétaire, faute de quoi la consignation se fait à la caisse du tribunal. Idem, dans le chemin inverse, en cas de décès du locataire, il faut que le propriétaire en soit informé afin de faire appliquer la règle de la transmission, de la subrogation, comme on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que les droits sont transmis aux héritiers, les obligations sont transmises aux héritiers par rapport au paiement du loyer, et bien entendu en se référant au contrat, en respectant la durée qui a été prévue entre les parties contractuellement. D'accord, donc je pense qu'on a donné le maximum d'informations par rapport à la question qui nous a été posée. Je voulais simplement aussi réagir par rapport à cette fameuse durée qui peut être déterminée dans un contrat de bail. Mais j'imagine qu'il y a des distinctions à faire. On imagine mal avoir une activité commerciale, un fonds de commerce en l'occurrence, si on nous dit vous pouvez occuper les lieux pendant 2 ans et ce sera renouvelable en fonction de votre rentabilité ou en fonction de je ne sais quels critères. On imagine mal qu'on puisse ouvrir un commerce ou s'engager dans ce type d'activité commerciale s'il y a cette épée de Damoclès qui pèse ou qui pourrait peser dès le départ. Donc j'imagine que ces durées déterminées sont peut-être justifiées dans le cas effectivement d'une location lorsqu'on loue pour habiter à usage d'habitation, mais moins justifiées dans la location à usage commercial
puisque justement, parfois, pour avoir une activité rentable, il faut installer une clientèle, tout simplement avoir le temps de fidéliser effectivement un certain nombre de clients et ainsi de suite. Donc, je voulais te faire réagir par rapport à ce point. Oui, alors en fait, il faut bien comprendre que s'il y a 2 textes de loi, en plus du DOC qui régissent les baux, c'est que les baux ne sont pas traités de la même manière par le législateur et les conséquences pour les praticiens ne sont pas les mêmes. Lorsqu'il s'agit d'un bail à usage d'habitation ou un bail à usage professionnel, la protection du locataire n'est pas la même que lorsqu'il s'agit d'un bail commercial. Oui. Ici, la question est posée par rapport à un bail commercial. Et là, j'attire votre attention sur ce point à tous parce que c'est très important. Le bail commercial, qui est aussi le bail industriel ou artisanal. Donc, dès lors qu'il y a une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il faut avoir ça en tête. Ça signifie que dès lors que le bail est conclu et qu'un terme est précisé, ce terme donne droit à un renouvellement automatique au preneur. Et dès lors que le renouvellement n'est pas intégré, le preneur qui n'est pas renouvelé a droit à une indemnité. Donc, au-delà de la durée du bail, il a un droit au renouvellement. Si le bail n'est pas renouvelé, il est indemnisé sur la base de la valeur de son fonds, sauf si le préjudice est moindre. Donc, effectivement, ce sont des conditions même... Et juste un petit point, il faut que le bail commercial ait une durée d'exploitation d'au moins 2 ans. Sinon, ce droit au renouvellement n'est pas inscrit. Donc, il faut préciser au moins un bail d'une durée de 2 ans pour bénéficier du renouvellement. Sinon, vous êtes piégé par le bailleur. D'accord. Donc, il est possible, effectivement, si la durée est inférieure à 2 ans, on peut ne pas accorder le renouvellement du contrat de bail à celui qui... Le droit au renouvellement ne joue que si vous pouvez justifier d'une occupation d'au moins 2 ans. Donc, si vous avez fait un bail d'1 an qui a été renouvelé une fois, votre droit au renouvellement est inscrit. Mais si vous n'avez pas pris la précaution de vous assurer d'une jouissance de 2 ans, vous pouvez être privé de ce droit au renouvellement. C'est ce que dit la loi. D'accord. Y compris lorsqu'il s'agit d'une location à usage commercial. Bon, on a fait attendre un auditeur quelques instants. Il nous a contacté dans cette deuxième partie d'émission. Cela nous permet de rappeler aux auditeurs qui voudraient nous appeler qu'il est possible de nous poser des questions par rapport à notre thématique du jour au 05 22 95 36 70 ou 80. Mais si Abdelgid nous appelle de Casablanca, je vous dis bonjour à vous. Bonjour. Cher auditeur, oui, on vous entend très bien. Bonjour, je vous remercie pour l'émission d'abord. Je remercie aussi vos intervenants, plutôt vos consultants. Il s'agit d'une question pour un local commercial et habitation, un local commercial et habitation. J'aimerais bien savoir si, d'abord, déjà, quelle est la différence entre contrat de location et un contrat de bail. Déjà, j'aimerais bien savoir quelle est la différence. Aussi, est-ce que lorsque je loue, j'ai un projet pour louer à quelqu'un, est-ce qu'il a le droit, après 2 ans ou 3 ans, est-ce qu'il a le droit systématique de vendre le pas de porte, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle souvent. Est-ce qu'il a le droit de le vendre? Ou quelle est la formule pour que je récupère, parce que là, il s'agit d'un projet de location avec projet d'achat, avec une promesse d'achat, voilà. Et si jamais la promesse d'achat n'est pas conclue, est-ce que je peux récupérer mon bien sans pour autant le laisser le droit de vendre le passeport? C'est Abdelgid, juste restez avec nous. La deuxième question, la deuxième question, s'il vous plaît, est-ce que les notaires n'ont plus le droit de défendre un locataire ou bien quelqu'un qui possède un bien, de le défendre devant les impôts? Ah, devant les impôts, d'accord. Non, ils sont toujours de bons conseils de ce point de vue, les notaires, pour avoir fait quelques émissions, effectivement, sur la fiscalité immobilière. Mais bon, je laisse le soin, peut-être, à Maître Younes Hannibal de vous répondre par rapport aux questions que vous avez posées. Il y a beaucoup de choses à démêler, je crois, si Abdelgid, donc restez avec nous, parce que peut-être qu'on aura besoin d'autres informations complémentaires. Maître Younes Hannibal. Oui, alors déjà lorsqu'on parle des bails commerciaux, d'ailleurs déjà donc il n'y a pas de différence, contrat de bail, contrat de location, c'est le même esprit, donc al-ibra bil-maqasid wa laysa bil-alfaz, donc c'est un petit peu la règle utilisée par les tribunaux. Maintenant, contrat de bail, contrat de location, ça porte sur la jouissance d'un bien en contrepartie du paiement d'un montant convenu entre les deux parties.
Maintenant, pour le bail à usage commercial, faut savoir qu'à la différence du bail à usage d'habitation, le bail à usage commercial porte sur un fonds de commerce. Donc, l'exercice d'une activité commerciale et qu'un fonds de commerce soit exploité par le locataire. Alors, le fonds de commerce, dans sa définition juridique, c'est un bien meuble. Alors, qu'est-ce qu'on entend par meuble? Ça veut dire, c'est comme qu'on parle d'un ordinateur, comme on parle d'un équipement, d'un outil, d'une marchandise. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas rattaché au sol pour parler d'immeuble. Donc, dès lors que le fonds de commerce a cette définition d'immeuble, ça veut dire que le locataire peut en disposer librement. Raison pour laquelle, effectivement, après un certain temps, bien entendu, encore faut-il qu'il soit constitué après 2 ans d'exercice de l'activité, ce fonds de commerce est créé, auquel cas le locataire a le droit d'en disposer. Alors, parmi les composants du fonds de commerce, c'est le droit au bail. Donc, c'est une composante du fonds de commerce. En conséquence, le locataire a le droit soit de le louer, soit de le céder, soit de le mettre en gérance libre. Maintenant, la seule protection qui pourrait être envisagée pour le propriétaire, c'est d'insérer dans le contrat de bail une clause de préférence. Ça veut dire, au cas où le locataire serait dans l'esprit de céder ou bien de vendre son fonds de commerce, il doit en faire l'offre préalablement ou bien la proposition préalablement au propriétaire. Donc, en insérant cette clause, il y a cette possibilité pour le propriétaire d'agir, d'intervenir, de passer en premier, faire jouer ce droit de préférence pour éviter toute problématique future. D'accord. Donc après, je crois que le deuxième volet de l'intervention concerne la possibilité d'intervention des notaires par rapport à la fiscalité. Bon, est-ce que les notaires peuvent se faire le porte-voix, entre guillemets, du propriétaire ou du locataire par rapport aux impôts qu'ils doivent payer ? Alors, d'un point de vue technique, on intervient effectivement dans le cadre de la rédaction de l'acte, mais on intervient aussi au titre du conseil fiscal. Maintenant, si le client est dans une logique de négociation amiable, on peut prendre attache avec l'administration fiscale pour apaiser les choses. Mais il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un contentieux avec l'administration fiscale qui ira jusqu'au tribunal. Et dans ces cas-là, il faudra prendre un avocat pour une procédure. Mais l'administration fiscale a ses règles. Effectivement, les baux sont sujets à la perception de l'impôt sur le revenu. Je dirais que l'administration fiscale a fait un effort réel, puisque maintenant les taux d'imposition sont relativement faibles, étant donné que si vous avez 30 000 dirhams de revenus locatifs ou moins, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Annuellement, bien sûr. Si vous avez jusqu'à 120 000, c'est 10%, et au-dessus de 120 000, annuellement toujours, c'est 15%. Donc, on invite les gens à déclarer leurs revenus locatifs parce qu'ils bénéficient de taux relativement faibles d'imposition et se mettre à jour avec l'administration fiscale. Mais s'il y a effectivement des loyers qui étaient prévus, qui n'ont pas été perçus tout simplement à cause de la crise, normalement, ils ne donnent pas lieu à imposition. D'accord, donc je ne sais pas si Abdelmajid, il y avait quelques éclaircissements supplémentaires à apporter, parce qu'il y avait aussi l'évocation, que je n'ai pas bien comprise, tout simplement, de la promesse d'achat, et qui a été évoquée, mais en quel sens cela concerne effectivement nos thématiques? Maître Younes Hannibal, je ne sais pas s'il y a lieu d'expliquer un peu effectivement cette partie d'intervention de Abdelmajid, parce que, bon, en l'occurrence, il y avait peut-être une confusion. Par rapport à la promesse d'achat, vous savez, il y a un élément très important. D'ailleurs, c'est dans cet esprit que les 2 lois sont intervenues, que ce soit la loi pour le bail à usage d'habitation et professionnel, la loi 67-12, et les lois qui concernent le bail à usage commercial à 49-16. Ils ont mis l'accent sur un élément très important, c'est la nécessité d'un écrit de contrat pour que la relation, que l'on puisse tirer profit ou bien faire appliquer les dispositions de la loi, elle ne s'applique qu'à la condition d'avoir établi un contrat. Donc l'écrit est une obligation dans les 2 cas. Donc pourquoi l'écrit? Pour que les parties aient cette liberté de prévoir dans le contrat un certain nombre de dispositions. On ne va pas les acculer à un certain nombre de dispositions ou bien à un modèle par voie réglementaire. Bien entendu, on peut négocier tout avec un locataire ou bien un propriétaire avec locataire ou bien locataire avec propriétaire. Donc si cette option d'achat fait l'objet d'une explication, fait l'objet d'une intention, d'une convention clairement établie et que l'intention ne soit pas viciée par ni l'un ni l'autre, ça s'applique aux 2 parties, il n'y a aucun problème. Donc il faut qu'on parte du principe qu'il y a un certain nombre de dispositions d'ordre public, certes. Par exemple, il y a le droit au renouvellement, il y a l'augmentation qui ne peut pas
être inférieur à ce que prévoit la loi. Donc il y a cette disposition prévue, mais les parties peuvent convenir entre eux sur le contrat de bail sur un certain nombre de dispositions, c'est-à-dire l'option d'achat à l'expiration du délai, ou bien après un certain délai, ou bien moyennant indemnisation, évacuation selon un certain nombre de conditions. Les parties peuvent convenir entre elles ce qu'elles veulent sur le contrat, à condition que ça ne soit pas contraire à l'ordre public. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. De retour sur le plateau d'Atlantique Radio, et de ce que j'entends, les fans, plutôt à la région, on est des fans inconditionnels de Metallica, donc on voit des signes de victoire, donc du côté effectivement de la régie. Bon, je voudrais simplement rappeler aux auditeurs qui nous rejoignent, parce qu'il y en a quelques-uns qui nous rejoignent en deuxième heure d'émission, et la thématique du jour, c'est bien évidemment le bail à usage d'habitation, le bail à usage professionnel, le bail à usage commercial. Il y a des distinctions et des spécificités. On aura l'occasion d'y revenir en fonction des questions qui nous seront posées. Vous pouvez nous en poser, chers auditeurs, des questions. Vous le savez, au 05 22 95 36 70 ou 80, ou bien nous écrire sur la page Facebook des Experts Atlantiques. Ceux qui répondent aux questions, ce sont nos invités. Et nos invités sont ce matin Jad Aboulechbal, qui est notaire à Casablanca, Younes Hannibal, qui est avocat au barreau de Casablanca aussi, même s'il est à Marrakech ce matin. Alors, Younes Hannibal, je sais qu'il y a une question qui t'intéresse spécialement lorsqu'on parle de bail. C'était en effet lorsqu'il s'agit de demander des cautions. Il y a des règles à respecter, mon cher Younes Hannibal. Bon, je ne reprends pas telle quelle la question qui nous est posée par rapport à cela, mais je voudrais que tu nous fasses entendre ce qu'il y a lieu de demander, ce qui est exigible dans la rédaction d'un contrat de bail en matière de caution. Younes. Bon, lorsqu'on parle d'un bail à usage d'habitation professionnel, la loi a fixé, et d'ailleurs, voilà l'une des dispositions, ce dont je parlais tout à l'heure, ce qui relève de l'ordre public. Donc, on n'a pas le droit de percevoir une caution qui dépasse 2 mois de loyer. Donc là, on ne peut pas prévoir 3 mois, 4 mois en plus. Donc, 2 mois de loyer, c'est la caution prévue lorsqu'on est dans l'esprit d'un bail à usage d'habitation. La chose à laquelle il faut faire attention, c'est que dans la formulation, dans le contrat, sur quoi porte cette caution? Parce que très souvent, des litiges surviennent en fin de bail pour comprendre à quoi ça sert. Il y a des cautions qui servent à prévoir des retards de paiement de 2 mois. Il y a des cautions qui servent à prévoir éventuellement des réparations si le bien n'est pas conforme au descriptif qui aura été établi le premier jour entre les parties. Donc ce sont des choses qui doivent être vérifiées au niveau du contrat. Maintenant, par rapport au contrat à usage, au bail à usage commercial, on peut prévoir effectivement des cautions dans ce sens, mais très souvent, et la loi est venue, réglementer une pratique qui a très souvent existé pendant des années, c'est le pas de porte. Il a été quasiment légalisé. Aujourd'hui, on peut prévoir un pas de porte avec, bien entendu, le corollaire, c'est le droit au renouvellement qui est acté dès lors qu'il y a un pas de porte prévu entre les parties. D'accord, donc effectivement on a apporté des compléments d'information à l'auditrice qui nous a écrit sur ce volet, sur les questions, sur les cautions, est-ce qu'on peut les exiger à la fin? Est-ce que justement comment récupérer ce montant? Est-ce qu'il est utilisé pour les réparations? Bon, il y a beaucoup de questions par rapport à cela. Jad Aboulechbal. Bon, ce que vient de dire Maître Hannibal est très complet, c'est-à-dire que déjà, comme il l'a précisé, le plafonnement du cautionnement est de 2 mois pour les baux à usage d'habitation et à usage professionnel, ce qui signifie que au terme du bail, c'est 2 mois et pas plus, parce que si vous avez conclu un bail avec un cautionnement supérieur, cette clause ne vous est pas opposable, même si vous l'avez acceptée en tant que preneur, car elle est contraire à l'ordre public. Maintenant, au terme du bail, cette garantie, ce cautionnement est destiné à rassurer le bailleur en cas de dégradation ou de retard de loyer. Ça s'apprécie en fonction de la rédaction du contrat. Mais c'est à ce moment-là que vous êtes en droit de réclamer la restitution si vous laissez un local en parfait état ou en même état qu'au moment de la location, et c'est seulement à ce moment-là. Maintenant, vous pouvez très bien vous arranger amiablement pour que les 2 mois de loyer que vous devez payer pour
arrivé au terme du bail, soit compensé par le cautionnement. Encore faut-il que le local que vous rendez ne soit pas dégradé et qu'il ne justifie pas qu'on fasse jouer ce cautionnement. Oui. Alors par rapport à ce qu'a dit Maître Hannibal, et là encore c'est très bien dit. Est-ce que c'était la discrétion du propriétaire? Parce qu'en effet, faut-il faire constater les travaux de réparation ou les dégâts en l'occurrence. Normalement, lorsque vous quittez le local, un autre état des lieux doit être fait. C'est-à-dire que la loi a bien précisé qu'il y avait normalement 2 états des lieux. Un état des lieux à l'entrée, et cela, il faut le faire très précisément, et si vous pouvez même le faire constater par un huissier, c'est encore plus solide, d'autant que vous pouvez même ajouter des photos, parce qu'il ne faudra pas que le bailleur prétexte d'une dégradation anormale pour ne pas vous restituer le dépôt de garantie. Alors quand on est dans une logique plutôt consensuelle et plutôt intègre, normalement ça pose pas de problème, mais si vous avez un état des lieux qui atteste d'une dégradation anormale, parce que le temps c'est la dégradation aussi, mais anormale, là effectivement le bailleur peut demander à conserver le dépôt de garantie, voire même actionner en justice pour avoir un complément. Oui. Et j'attire juste votre attention sur ce qui a été dit par rapport au bail commercial. J'ai précisé tout à l'heure que si vous concluez un bail commercial pour avoir droit au renouvellement, il fallait 2 années d'occupation, mais comme l'a dit Maître Hannibal, si vous versez un pas de porte, et le pas de porte doit être constaté, car le pas de porte n'a rien d'irrégulier dès lors qu'il est taxé fiscalement et que vous déclarez en tant que propriétaire qui a reçu un pas de porte ce revenu à l'administration fiscale. Dans ces cas-là, le droit au renouvellement est inscrit. D'accord. Donc, quelle que soit la durée du premier bail. D'accord. Donc ça, c'est aussi une information importante pour ceux, effectivement, qui cherchent à investir en l'occurrence, même si les temps ne sont pas les plus propices à cela. Alors, je reprends cette question qui nous est posée sur la page Facebook des experts atlantiques. C'est Hamza qui nous écrit. Je ne sais pas effectivement dans quelle mesure cela concerne nos thématiques du jour, mais je vous en laisserai juge, chers invités. Alors on nous dit, que pensent les experts des nouvelles obligations qui pèsent sur les notaires et les avocats? Il se trouve que nous avons et un notaire et un avocat. Après la publication au bulletin officiel du 14 juin de cette année de la nouvelle sur le blanchiment d'argent. Bon, de quoi s'agit-il? Je ne sais pas précisément. L'article 4 de la nouvelle loi durcit les obligations à l'égard des professionnels de droit à l'occasion de la confection des contrats avec les clients. Le contrat de vente de fonds de commerce est cité notamment dans l'article 4 en question. Est-ce qu'il y a eu des modifications significatives en ce qui concerne l'exercice de vos métiers respectifs, chers invités? Younes Hannibal? Franchement, alors je vais vous dire, je fais une petite confidence, c'est que moi, j'appartiens à une école qui fait que lorsqu'il s'agit de rédaction de contrat, je préfère orienter le demandeur vers le professionnel qu'est le notaire. Mais bien entendu, tout dépend de la nature du contrat. Donc voilà, donc moi je ne me sens pas en quelque sorte concerné par la disposition, puisque bien sûr les contrats de bail, les contrats d'autres natures de contrats de prestations, voire même des statuts, je peux intervenir dans ces cas de figure. Mais les contrats à portée juridique très importante et très lourde, c'est-à-dire le transfert de propriété en termes immobiliers, en termes d'implication fiscale, vaut mieux laisser les choses à un professionnel. Donc il y a des aspects qui peuvent dépasser mon champ de compétences, raison pour laquelle les contrats qui portent notamment sur le transfert de propriété immobilière, je n'en fais pas. D'accord. Donc, en l'occurrence, peut-être y a-t-il eu des changements législatifs en la matière, mais on imagine mal comment la loi peut s'introduire dans un cabinet d'avocat ou de notaire. Juste une petite pour la rédaction des contrats. Il me semble que cette question n'est pas en relation directe avec notre thème. Lorsque le notaire établit un acte de vente sur un bien immobilier, il a normalement, si les parties sont d'accord pour cela, la fonction de séquestrer le prix de vente. Et le prix de vente déclaré. Il accomplit en outre la mission d'enregistrer l'acte au service de l'enregistrement en constatant le montant qui donne droit à l'enregistrement. Cette somme est normalement déposée immédiatement à la caisse de dépôt et de gestion du notaire. Qui plus est, ce notaire ne perçoit aucun intérêt. Donc vous avez une traçabilité de l'opération. À partir de là, si de l'argent a été versé hors sa vue, l'acte qu'il a constaté, qu'il a enregistré, peut engager la responsabilité du fraudeur. Mais en l'occurrence, que ce soit pour un acte de vente d'immeubles où le monopole est partagé avec les ADOU, les avocats agréés près de la Cour de cassation, ou les fonds de commerce où il n'y a pas de monopole strict, mais où les notaires peuvent établir un acte de vente, il y a aussi un impératif, de mon point de vue, de séquestration des fonds et du prix de fonds de commerce, tout simplement parce que les formalités fiscales sont souvent longues et fastidieuses, et il ne faut pas libérer les fonds avant d'être certain que le cédant n'a pas
a deux créanciers qui seraient non désintéressés et qui pourraient après se retourner contre l'acquéreur. Mais cela ne relève pas stricto sensu du blanchiment. Le notaire, comme tous les acteurs de la vie juridique, est confronté à cela indirectement, mais dès lors qu'il accomplit scrupuleusement ses obligations, il intervient dans cette lutte contre le blanchiment. Bon, donc les choses. Mais ce n'est pas les baux stricto sensu. Ah oui. Mais je pense que Hamza est intéressé aux questions relatives au fonds de commerce. D'ailleurs, nous en avons parlé effectivement hier lorsque nous parlions de transmission du patrimoine. Alors, si Mehdi nous a contacté durant cette deuxième partie d'émission, sans plus attendre, je voudrais vous passer la parole, cher auditeur. Bonjour à vous. Oui, je crois que la communication s'est encore interrompue avec Simedi. Décidément, parfois, il y a des zones difficilement joignables, justement. Bon, en tout cas, on essaie de vous rappeler, chers auditeurs, pour que vous puissiez vous exprimer tout simplement sur cette onde. Cela me permet aussi de rappeler aux auditeurs qui voudraient le faire encore. Nous sommes joignables jusqu'à midi pour parler et pour répondre aux questions sur la location à usage professionnel, la location à usage commercial et la location à usage d'habitation. Je précise parce qu'effectivement, le champ est plus large, est plutôt large en l'occurrence, et il y a des spécificités à chaque type de location. Je vois qu'à la régie, on est en train de m'écrire peut-être le nom d'un auditeur qui voudrait participer, ou simplement le fait que Mehdi est désormais joignable. Quand il le sera, je lui passerai la parole. Simplement, effectivement, je voulais te faire réagir, cher maître Younes Hannibal, par rapport à une autre question, effectivement, qui est celle des durées. Lorsque vous êtes sollicité pour dire effectivement, pour déterminer plutôt une durée au contrat de bail, est-ce que ce sont des choses qui se font indistinctement selon les baux en l'occurrence? Parce qu'on a parlé effectivement du bail à usage commercial, il y a aussi les spécificités du bail à usage professionnel qui vous intéressent tout particulièrement, parce que vous êtes dans cette catégorie-là qui recouvre celle des médecins qui ont besoin d'un cabinet, celle des notaires et celle des avocats. Non, le conseil portera plus sur la nature, c'est-à-dire vous savez, la durée, ce sont les parties qui la fixent entre elles. Seulement, lorsqu'on est dans l'esprit du bail à usage commercial, qui est le plus important, parce qu'il y a un fonds de commerce qui sera exploité, il a tendance à durer, c'est là où il est question juste d'orienter ou bien de mieux informer les parties sur les implications, les conséquences juridiques de leurs engagements. Et les engagements qui découlent d'un contrat à usage commercial sont des engagements très importants parce qu'il y a un fonds de commerce qui est exploité. Comme l'a dit tout à l'heure mon cher ami, le renouvellement, donc c'est une idée très importante. Il faut orienter les parties dans ce sens. Maintenant, pour la question de durée, la loi a laissé le libre champ aux parties de convenir. Maintenant, il y a d'autres délais en considération. C'est le fonds de commerce constitué après 2 ans d'exercice, bien sûr, avec l'exception dont nous venons de parler par rapport au pas de porte, mais pour la durée, il n'y a pas de précision, ce sont les parties qui la fixent entre elles librement. D'accord. En tout cas, je crois que si Hicham est avec nous pour cette troisième partie d'émission, il nous reste plus ou moins 4 minutes. Si Hicham, on vous écoute, si vous nous entendez. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, cher expert. Je voulais vous poser une question par rapport à une situation que je vis actuellement. J'ai un bail commercial qui dure depuis 3 ans en tant que locataire. Et dernièrement, j'ai été notifié par les représentants des héritiers. En fait, j'ai été notifié du décès du propriétaire. D'accord. Et je voulais savoir, du point de vue du contrat en cours, est-ce qu'il y a lieu de mettre en place un avenant qui constate que le propriétaire avec qui j'ai signé a décédé et qu'il y a de nouvelles parties, de nouveaux propriétaires, à savoir les héritiers. Et d'un point de vue fiscal, vu que le propriétaire m'avait donné un engagement de sa part qui est aussi déposé au niveau de l'administration fiscale, sur lequel il s'engage à faire sa propre déclaration d'hier, au lieu que je le fasse moi-même via la retenue à la source. Voilà mes 2 questions. Voilà, restez avec nous. On a le temps, justement, avant le flash d'information, peut-être pour tenter d'y répondre. Jad Aboulachbal. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, il est important de préciser qu'effectivement, vous conservez votre droit de locataire dans les mêmes termes, après le décès de votre bailleur initial. Donc il est nécessaire de prendre attache avec les preneurs, comme ça vous aurez des interlocuteurs ou un interlocuteur mandataire auquel vous verserez le loyer. Mais vos droits restent acquis. Et de ce fait, si vous faites un avenant, cet avenant
qui donnerait plus de lisibilité à votre interlocuteur, puisque vous auriez non plus dans l'avenant le nom du propriétaire bailleur initial, mais celui de ses héritiers, en vous fondant sur le certificat de propriété. Seul le certificat de propriété vous permettra de vous assurer que ce sont bien eux les propriétaires. Donc là, c'est une garantie importante, et là, vous saurez à qui verser le loyer. J'attire votre attention sur le fait que cet avenant ne doit pas devenir un instrument de chantage pour le ou les bailleurs éventuels. Ils ne peuvent pas prétexter du décès de leur père et d'un avenant rectificatif pour augmenter le loyer. Ils sont tenus par les mêmes dispositions que leurs prédécesseurs, et vous avez les mêmes droits. Les engagements, normalement, les engagements au niveau fiscal engagent plutôt la personne, sauf s'il était prévu que le bailleur s'engageait dans le contrat. D'accord. Et dans ces cas-là, là, ça nécessitera peut-être un engagement complémentaire, ou alors vous accomplirez les formalités. Mais ce qui fait naître une obligation, c'est le contrat, pas des engagements périphériques de mon point de vue, parce que l'administration fiscale connaît un contributeur, à savoir le défunt, et pas ses héritiers. Donc je vous invite à vous mettre autour d'une table, régulariser la situation, faire un avenant, mais ça ne doit pas être l'occasion pour les bailleurs nouveaux de vous demander beaucoup plus, ou même plus. Vous êtes en droit d'exiger la même chose. Non, parfait. Les experts Atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. De retour pour cette dernière partie d'émission consacrée au baux, à la location plus précisément, à usage d'habitation, à la location à usage professionnel, à la location à usage commercial. Et Dieu sait s'il y a des distinctions, et fort heureusement pour le coup nous avons ceux qui peuvent nous renseigner sur les différences qu'il y a entre ces différents domaines. Alors nous sommes en compagnie, je le rappelle, en cette fin d'émission avec Younes Hannibal, que vous connaissez, il est avocat au barreau de Casablanca. Nous sommes aussi avec Jad Aboulachbal, qui est notaire à Casablanca, et nous avons des questions à traiter en cette fin d'émission, quelques-unes qui nous parviennent sur la page Facebook des Experts Atlantiques. Je lis cette question d'une auditrice qui nous dit « Bonjour, un locataire de fonds de commerce peut faire une donation de fonds de commerce ?» C'est une question. Est-ce qu'il faut recueillir une autorisation du bailleur ? Alors, par rapport à cette question, il faut que vous compreniez bien que l'on cède le fonds de commerce ou que l'on le donne, il s'agit de perdre la propriété du bien. Or, vous êtes totalement maître de votre fonds de commerce. Donc, vous pouvez le vendre ou le donner sans avoir à demander une autorisation quelconque au propriétaire des murs, puisque vous êtes propriétaire du fonds de commerce. Simplement, vous devez l'avertir. Et je fais la distinction entre demander l'autorisation, qui n'est pas une nécessité, et l'avertir. Pourquoi ? Parce que qui va verser les loyers ? C'est le nouveau propriétaire du fonds de commerce. Et le nouveau propriétaire du fonds de commerce, c'est le donataire, c'est-à-dire celui qui va recevoir la donation du fonds de commerce. À partir de là, il y a une substitution. Le donataire conserve les mêmes droits au bail que le donateur, à condition de respecter lui aussi les obligations qui lui incombent, c'est-à-dire le paiement du loyer et l'exercice de la même activité. Oui, et bon, j'ai omis de faire réagir aussi Maître Younes Hannibal par rapport au premier cas. Le temps nous manquait tout à l'heure lorsqu'on a écouté Hicham qui nous a renseigné sur son cas particulier. Il s'agissait effectivement de gérer une succession, en l'occurrence, et donc je ne sais pas, Maître Younes Hannibal, s'il y avait des compléments d'informations à faire entendre à l'antenne par rapport à ce cas. Non, du tout. La réponse de Maître Aboulachbal était très complète par rapport à ça. Voilà, donc le seul point sur lequel j'aimerais juste insister, c'est que l'avenant, c'est pas une obligation, c'est-à-dire vous êtes déjà couvert par la loi, le droit de la subrogation il est déjà prévu par la loi, donc si avenant il y a, ce sera juste pour plus de clarté et plus, je dirais, de transparence par rapport aux parties, donc il n'y a pas de reconsidération des conditions du contrat en question. D'accord. Donc, pas de précision supplémentaire, pas de grande précision supplémentaire pour le coup. Il y a un commentaire que je lis parce que, oui, c'est du bon sens, tout simplement. Un auditeur nous dit, quand le propriétaire est agréable, tout se passe bien, même sans contrat de location. Bon, il vaut mieux avoir un contrat parce qu'on clarifie les choses et effectivement, les conflits peuvent survenir lorsqu'il s'agit, en l'occurrence, lorsqu'on arrive peut-être parfois au terme, lorsqu'on veut se quitter, et en l'occurrence, il y a parfois des conflits qui peuvent naître. Je vois que du côté gauche, on n'acquiesce pas vraiment à cette proposition. Non, en fait, oui. Établissez un écrit, parce que dès lors que vous aurez un contrat établi en bonne et due forme, les problèmes se poseront encore moins parce que les personnes auront une idée précise de leurs droits et de leurs obligations et ne pourront pas jouer sur l'ambiguïté d'un bail oral. Maintenant, évidemment, si vous êtes en excellente relation, il n'y aura pas de contentieux et le support écrit ne sera pas une nécessité pratique. Mais c'est ce support écrit qui permet de
d'avoir une relation saine et qui, en cas de discussion, est un formidable arbitre qui ôte toute ou quasiment toute liberté d'interprétation négative à un juge. Oui, effectivement, ça permet de clarifier tout simplement les situations, notamment en ce qui concerne les durées dont nous parlions. Il y a de cela quelques instants. Bon, je me souviens d'un cas, lorsqu'on parlait de copropriété, il y a une copropriété où les choses ont toujours été gérées de façon bénévole et il n'y a jamais eu aucun incident. C'est arrivé, il y a eu un témoignage en ce sens lorsqu'on a parlé de copropriété sur cette antenne. Aucun souci entre les copropriétaires, simplement l'un des copropriétaires se posait la question de savoir si la responsabilité d'un des leurs ou de la copropriété dans son ensemble allait être engagée si le gardien avait à en connaître peut-être un accident grave ou un incident quel qu'il soit relatif à son travail, à sa mission. À ce moment-là, il nous a dit effectivement qui serait responsable. Est-ce que ce serait pas mieux d'organiser convenablement les choses selon la loi ? Bon, la réponse était oui, effectivement. Évidemment, simplement comme les relations allaient tellement bien entre les copropriétaires et les voisins, ou tout simplement les choses se faisaient telles qu'elles devaient se faire, tout simplement, et bien donc la légalité ou le caractère légal n'était qu'une formalité. Et donc, avec l'accord des uns et des autres, une petite copropriété de 4 ou 5 lots, on pouvait arriver effectivement à simplement gérer le côté légal. Il y a une auditrice qui nous a contacté il y a de cela quelques instants, un auditeur tout d'abord, qui nous appelle de Tanger, on lui passe la parole. Durant ces dernières 15 minutes d'émission, Sir Khalid, je vous dis bonjour à vous. Oui, bonjour. Tout d'abord, je vous remercie sur le programme. C'est vraiment très, très intéressant. Oui, merci. Alors, voilà le problème que j'ai un petit peu rare ou bizarre, je sais pas. Alors, j'ai loué un local, ça fait maintenant 2 ans. Mm-hmm. J'ai payé mon loyer, tout ça va bien. Alors, avec la pandémie, j'ai arrêté de payer parce qu'il y avait des problèmes. Oui, le monsieur ne s'est pas comporté avec moi bien. Alors finalement j'ai décidé que je vais payer et je vais changer de local. Alors je suis allé voir un courtisan de la zone qui connaît presque tout le monde. Il m'a posé une question, il m'a dit où t'as maintenant le loyer? Je lui ai dit chez monsieur X, je le connais. Il m'a dit chez monsieur X, oui c'est monsieur X. Il m'a dit que lui il n'a pas de local. Le local c'est le propriétaire de sa femme. D'accord. Donc, Je lui dis, vous êtes sûr? Bien sûr que je les connais parfaitement. Mais moi, j'ai le loyer, le contrat au son propre nom. Ah oui, ça c'est... D'ailleurs, en parlant de copropriété, il y a parfois la propriété est au nom de la conjointe. Sa femme. Oui. Oui. Et c'est l'homme qui parfois assume les missions de syndic et donc il y a des cas similaires. C'est un local commercial, c'est une boutique. Oui. Alors, cher monsieur, là ça me permet de soulever un problème lourd, à savoir que beaucoup de baux sont faits en dépit du bon sens et les vérifications élémentaires n'ont pas été faites. Je le répète, exactement. Pour être propriétaire des murs, il faut être inscrit sur le titre foncier. Si la personne n'est pas inscrite sur le titre foncier, elle n'est pas propriétaire. Et de ce fait, elle n'a aucun pouvoir de conclure un bail pour un bien qui ne lui appartient pas. Cette vérification, c'est 100 dirhams à la conservation foncière. Une fois que vous savez ça, vous savez que la personne qui s'est présentée comme propriétaire n'est pas propriétaire et que de ce fait, elle ne peut pas conclure un bail avec vous. Donc, conséquence, votre bail n'a aucune régularité. Et s'il agit pour le compte de son épouse, il faut qu'il soit muni d'une procuration et que le bail ne soit pas en son nom à lui, mais au nom de son épouse conformément aux droits fonciers applicables. Donc là, vous montrez par l'absurde comment il est nécessaire de recourir au service d'un professionnel avant d'établir un bail pour savoir qui est propriétaire. Parce que votre bail, si demain vous aviez eu un problème, il ne vaut rien. Bon, alors là, en l'occurrence, il n'était même pas en droit de percevoir un loyer parce qu'il n'est pas chez lui. Et de fait, vous étiez un occupant en vertu d'un acte qui ne vous donnait aucun droit à occupation. Donc vous imaginez la situation détestable dans laquelle vous vous trouvez, alors que la vérification minimale, c'est-à-dire demander un certificat de propriété, coûte 100 dirhams. Si vous aviez été chez un notaire rédacteur, vous auriez payé effectivement les honoraires pour le bail, mais vous auriez évité cette déconvenue épouvantable. Oui, bon, effectivement, oui. Une petite question, s'il vous plaît. Supposons maintenant que le loyer au local, monsieur Adli, n'est pas conforme à la loi. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire
pour attester ou bien pour le vérifier maintenant? Alors, normalement, vous devez demander le numéro de titre foncier, mais il sera peut-être pas très serviable. Alors, à partir d'une adresse, le cadastre est normalement en mesure de vous délivrer le numéro de titre foncier. Et le numéro de titre foncier à la conservation foncière vous permet d'accéder à l'information. Je répète, un certificat de propriété qui est le seul document qui affirme la qualité de propriétaire par une administration officielle coûte 100 dirhams. Et c'est ce document qui doit être concomitant à la signature du bail, c'est-à-dire qui doit avoir été délivré dans les mêmes délais, parce que si vous avez un certificat de propriété qui a 3 ans, il y a peut-être eu 50 propriétaires différents depuis. Donc vous comprenez bien qu'il faut un certificat de propriété récent. Si vous avez un certificat de propriété récent, vous pouvez conclure avec le véritable propriétaire. Et si dans votre bail, vous avez Monsieur X qui n'agit pas comme mandataire de son épouse, votre bail ne vaut rien. Oui, il est caduc. Je voudrais simplement donner aussi la parole à Maître Younes Hannibal. J'imagine qu'il est aussi étonné par ce cas de figure. Oui. Maître. Oui, bien sûr, ça c'est clair. C'est-à-dire disposer d'un bien ou bien mettre en location un bien dont la personne n'est pas propriétaire, eh bien la conséquence qui en découle, c'est la nullité. Maintenant, comment vont évoluer les choses plus tard? On ne sait pas quelle est la nature de la relation entre cette personne et son épouse. Est-ce qu'il y aurait entre-temps un document qui serait établi afin de prévenir? Il y a autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est que entre-temps vous avez été présent dans ce local, donc il y a un bénéfice que vous avez tiré de part de votre présence. Donc maintenant, c'est plus un litige entre celui qui a signé le contrat et le véritable propriétaire, mais ça pourrait s'étendre au locataire si le véritable propriétaire viendrait à réclamer une indemnité en guise d'occupation pendant un certain temps. Oui. On espère que tout va bien entre, la propriétaire et son mari. Donc, comme ça, vous n'allez pas vous retrouver dans cette situation. Je vous remercie. Oui, Cyril. Non, un point qui n'est pas clair pour moi. On suppose que le titre n'a pas de titre foncier. Ah oui. Oui, d'accord. Dans le cas où il n'y a pas de titre foncier pour ce bien-là. D'accord. Alors, si le bien n'est pas titré à la conservation foncière, là, nous sommes dans le régime des biens non immatriculés ou en cours d'immatriculation. Alors là, c'est un autre droit qui s'applique. Parce que, effectivement, la propriété doit être prouvée par un autre mode de preuve qu'un certificat de propriété. Donc, effectivement, c'est toute l'ambiguïté de ces biens non immatriculés qui ont, quoi qu'il arrive, un propriétaire, mais il y a toujours un risque quant à l'identité réelle du propriétaire. Donc je peux imaginer que le bien que vous occupez a été occupé avec la tolérance de l'épouse, et peut-être qu'elle a laissé son mari jouer les propriétaires en toute confiance. Mais d'un point de vue technique, vous n'avez plus les mêmes éléments de vérification, et dans ces cas-là, vous êtes dans l'aléa. D'ailleurs, c'est une remarque que je fais à tout à chacun. Si vous souhaitez acheter un bien immobilier, n'achetez quasiment jamais un bien non immatriculé, car vous pourriez avoir un problème avec le vrai propriétaire qui ne serait pas votre vendeur. Et lorsque vous louez un local, essayez de louer un local titré. J'ajoute que les banques, elles, ont une logique très claire. Elles ne prendront jamais de garantie sur un bien non titré parce qu'elles n'ont pas confiance. Maintenant, vous prenez vos responsabilités. Bon, donc effectivement, c'est assez risques et périls dans ce cas de figure. Cyril, je vous remercie pour vos questions. Vous nous avez appelé de Tanger. Bon, donc il y a d'autres auditeurs qui nous ont contactés durant ces dernières minutes d'émission. Et il y a aussi d'autres questions qui nous sont aussi posées sur la page Facebook des experts. On va essayer de répondre à tout un chacun. Yassi Hassan qui patiente au bout du fil. Je vous passe la parole. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Voilà, je viens de joindre l'émission, donc je sais pas si je vais poser 2 questions, s'ils ont été déjà traités ou pas. Non, on est en service de toute façon. Il s'agit de mon père qui tient des biens. Parmi les biens, il a un immeuble en location. Cet immeuble, depuis une trentaine d'années, j'ai une Oukela avec mes identifiants, un cachet qui est écrit Hassan Ladi Anoubou Abou Bachir Koutekra. Et le père est décédé, donc moi je m'occupais et je faisais le versement sur le compte de mon père. Il s'agit là dernièrement, une de mes sœurs a avisé les locataires en disant que le père a été décédé et qu'il faut plus payer, il faut arrêter de payer. D'accord. Donc les locataires, ça les a arrangés, ils ont trouvé ça excellent. Et mieux que ça, lorsque j'étais les voir, etc., au départ, ils ont dit j'ai dit que nous sommes 8 et il y a la majorité qui n'est pas d'accord, donc il faut continuer à payer. Voilà, au lieu de me payer moi-même, vous pouvez faire le versement directement sur le compte de mon père qui est toujours actif parce que il a de l'argent bloqué dedans. Donc, il a toujours le compte est actif.
Alors, je crois que, si Hassan, par rapport à ce cas de figure, il y a une certaine procédure, je crois, à respecter. J'imagine que Maître Younes Hannibal veut réagir par rapport à ce que vous venez de dire. Non, déjà par rapport, déjà la première règle, c'est qu'il n'y a plus de procuration au décès du mandant, c'est-à-dire la personne qui a autorisé le tiers à le représenter. Donc déjà ça. Donc par contre, aller dire aux locataires que à cause du décès vous êtes en droit de ne pas payer, ça n'a aucun support juridique, ça n'a aucune base. Au contraire, le bail se poursuit, sauf que il se poursuivra au nom des héritiers. Donc maintenant, ce que devraient faire les locataires, c'est de régler le montant soit à l'un des héritiers qui se sera manifesté procuration à l'appui, c'est-à-dire il représente le restant des héritiers, soit consigner la somme à la caisse du tribunal, soit au conseil de la personne qui est intervenue, faire le virement sur le compte bancaire. À ce moment-là, la banque qui sera bien entendu informée du décès avec l'acte d'hérédité fera la répartition afin que chacun puisse récupérer au prorata de ce qui lui revient. Et la banque elle va créer un autre compte, je crois, en l'occurrence. Pas le compte de l'ancien propriétaire qui est décédé. Oui, moi je parle de la répartition. Maintenant, comment va opérer la banque, ça ce sont des systèmes internes. Oui. Mais la répartition se fera au prorata, à la condition bien entendu que la banque soit informée du décès pour qu'elle puisse mettre en place la procédure interne qui la concerne. Et puis, bien entendu, les héritiers seront payés au prorata de chacun. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que le décès, bien entendu, ne remet pas en cause les engagements des locataires qui devront régler le montant de leur loyer, soit par virement bancaire sur le compte dont ils ont la référence, soit en consignant le montant à la caisse du tribunal, soit bien entendu le cas le plus simple, le plus facile, au cas où l'un des héritiers se présenterait muni d'une procuration à cet effet. D'accord, donc... Oui, excusez-moi si je peux intervenir. Bien entendu. Voilà, donc les locataires, ils ont reçu un document à travers Wahed Laoun, est-ce que le document a une valeur ou pas? Et deuxième des choses, ce qui m'intéresse, ce que vous venez de dire, donc c'est clair, parce que le compte, il y a d'autres biens où les gens d'une villa qui continuent à payer sur le compte de mon père et la répartition se fait suivant l'acte des Ratel. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que je ne comprends pas, comment dire aux locataires allez payer au tribunal, quelle est la procédure. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. La procédure, alors l'offre réelle, dans un premier temps, il faut qu'il y ait au moins l'identité de quelqu'un. Maintenant, le document qui a été reçu par l'huissier de justice, qu'est-ce qu'il comporte? Quel est le contenu? On demande quoi par rapport à ce document? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien du tout, à part que le père est décédé, il faut arrêter de payer. Non, pas arrêter de payer, non. Payer entre les mains des héritiers. Maintenant, s'il y a possibilité pour les locataires, donc s'ils ont la possibilité, ou bien l'identité de l'un des héritiers, il y a une jurisprudence claire là-dessus. Si on paie entre les mains de l'un des héritiers, on se désengage de l'obligation. Donc maintenant, à charge pour l'héritier en question de prendre ses dispositions, bien ses responsabilités avec le reste des héritiers. Maintenant, la procédure pour la consignation au tribunal, elle passe impérativement par l'offre réelle, l'ard l'aini. Un huissier de justice est désigné à l'effet de remettre l'argent à l'héritier concerné, au nom bien entendu du restant des héritiers. En cas d'encaissement, il y a un procès verbal qui sera dressé par l'huissier de justice comme quoi le règlement s'est fait, aucun problème. En cas de refus, en cas de contestation, les sommes sont déposées au tribunal suite à une demande autorisée une demande au président du tribunal qui autorise la consignation contre un récépissé qui fera office de désengagement ou d'un règlement. Comme ça, les locataires, il n'y a pas de défaillance qui sera enregistrée à leur rencontre. Oui, et on comprend que vous vouliez aussi trouver une solution à ce qui est en l'occurrence inextricable, c'est-à-dire une situation où les locataires ne payent pas effectivement leur loyer en prétextant qu'il y a un problème d'héritage ou de succession. Je voulais faire réagir peut-être. C'est ce qu'ils ont fait. Oui, c'est ce que nous dit en tout cas Maître Younes Hannibal, c'est en parfaite illégalité. Donc je tenais à confirmer les propos de Maître Hannibal. Donc je rappelle des principes, là encore extrêmement simples. À compter du décès de la personne, si la banque en est informée, elle va clôturer le compte.
Et ce compte clôturé devra être distribué selon effectivement les quotes-parts des ayants droit. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, effectivement, ce n'est pas parce que le bailleur vient à décéder que les preneurs sont déchargés de l'obligation de payer un loyer. Troisièmement, effectivement, il y a des tensions familiales. Lorsqu'il y a ce que l'on appelle une indivision, c'est-à-dire que plusieurs personnes ont un droit de même nature sur un même bien, à savoir le bien loué. Normalement, il y a des règles de majorité très strictes, voire des règles d'unanimité pour les décisions. Donc, vous ne pouvez pas vous réfugier derrière le fait que vous avez une voix de plus. Il y a une nécessité de consensus, voire une nécessité d'unanimité. Ça, c'est un autre postulat. Enfin, vous comprenez bien que je suis pour la paix des familles, mais je vous avertis quand même que vous pouvez informer une personne, une héritière, qui irait au-delà de ses droits, qu'elle est susceptible d'une action en réparation à votre égard. Parce qu'il est hallucinant de dire à un preneur de ne plus payer. Soit il paye, comme l'a dit Maître Hannibal, devant des instances qui peuvent assurer la transmission des fonds à un mandataire des héritiers par voie de justice, mais il n'est pas déchargé de son obligation de payer. Donc manifestement, il y a un problème entre vous familialement qui nécessite un règlement amiable, mais vous avez droit à la perception des loyers. Et si les loyers n'ont pas été versés, vous aurez droit, lorsque la situation sera apurée, à ce que tous les loyers non versés soient versés. Oui. Bon, ce sera le mot de la fin de cette émission. Je m'excuse auprès des auditeurs qui n'ont pas pu nécessairement tous s'exprimer à l'antenne. On reprogrammera une prochaine fois une thématique un peu similaire, tout simplement, justement pour répondre aux questions qui sont restées en suspens. Cela arrive de temps en temps, les vendredis en particulier. Les fins d'émission sont parfois plus difficiles que les débuts, pour ce qui est des auditeurs insatisfaits. Nous allons les reprogrammer, je disais, une thématique similaire, mais l'heure est à nouveau à l'information avec justement Khadija Jabé, qui va pas tarder à nous rejoindre sur le plateau d'Atlantique. Je remercie et nos invités et les auditeurs qui ont pris la peine ou de nous écrire ou de nous appeler. Excellente suite des programmes sur nos ondes. On se retrouve lundi pour notre émission des Experts Atlantiques.